Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je travaille dans le développement de projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Hassan Ait Tijdine, entraîneur et sophrologue qui revient d'une expérience très enrichissante en Chine. Il nous explique comment il est devenu conseiller technique provincial à Binzhou, petite ville de 4 millions d'habitants située entre Pékin et Shanghai. On apprend plein de choses sur le développement du foot en Chine et sur la cohabitation un peu folle entre les entraîneurs du monde entier qui sont là pour les aider à atteindre leur objectif, gagner une Coupe du Monde. J'en profite pour saluer l'association Tatane qui m'a permis de réaliser cet épisode pendant l'événement Citizen Foot qui a eu lieu dans le quartier de Belleville à Paris. Tatane, c'est un mouvement collectif et populaire qui promet un football durable et joyeux dans les quartiers. Les bénévoles sont top et ils organisent plein d'ateliers de création d'actions culturelles, sportives et sociales, avec au cœur de l'association son école de foot itinérante, mixte, créative et populaire. Bonne écoute. Bonjour Hassan, comment vas-tu ? Bonjour, ça va ? Et toi ? Ouais, ça va. Super. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Un plaisir. On est un événement organisé par l'association Tatane Ouais. qui nous accueille dans cette web radio pour cette journée annuelle qu'ils Super. organisent ici à Belleville. Ouais. Et donc je suis très content de te recevoir et d'avoir un peu de temps pour... Bravo à tous les bénévoles, Ouais. bravo à tous ces gens que l'on voit Ouais. avec le sourire. Donc aujourd'hui avec toi on va beaucoup parler de ton aventure en Chine. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter ? Alors Hassan Ait Tijdine, donc bientôt 44 ans le 1er août prochain. Je dirais un parcours assez atypique puisque ce que je suis aujourd'hui c'est venu par une blessure comme j'étais gardien de but. Donc niveau National 3 régional et suite à une blessure on m'a reconverti, on m'a proposé parce que j'avais un petit contrat dans un club et en me reconvertissant ça m'a permis de me lancer dans l'éducatorat, passer les diplômes et en passant les diplômes au fur et à mesure et en étant sur le terrain donc avec les petits, les moins petits, les plus grands et ainsi de suite, ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Donc en parallèle, sophrologue de formation. C'est suite à du coaching sportif à domicile sur la région parisienne, sur Paris précisément, que je me suis rendu compte que les gens étaient dans un besoin d'écoute, un besoin d'accompagnement. Et j'aime toujours me remettre un petit peu en question. Et c'est vrai que l'entraînement sportif est une chose, mais tout ce qui est aspect mental et psychologique en est une autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc le physique et le mental. Et après, on va en parler. J'ai pas mal bougé, j'aime voyager. Et je dis toujours, quand on peut voyager et travailler en voyageant, moi je ne dirais jamais non, puisque je suis d'origine marocaine et je suis né au Maroc. Et en arrivant en France, on ne fait que voyager au travers de la cuisine, au travers des belles régions de France. Et après, ça nous donne envie d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe. C'est ça. Et donc toi tu savais, dès que tu t'es lancé dans le coaching, que tu voulais voyager avec ce métier ? Je le savais alors, pas au moment où je me suis lancé. Je l'ai su après parce que j'étais curieux, je voulais voir un petit peu ce qui se faisait. Quand je vais en vacances au Maroc, chez la grande famille, on voit aussi, on a envie d'apporter des choses. Et on se dit, mais ils bossent différemment. Donc ça veut dire qu'ailleurs aussi, ils doivent bosser différemment. Même au sein je dirais, d'un pays comme la France, d'une région à une autre, ou d'une ligue ou d'un district à un autre. Ça bosse différemment, donc je suis curieux. Moi, c'est un peu comme le disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Donc moi, j'ai toujours été un peu adepte d'aller voir ailleurs ce qui se faisait. Pardon. Et tu t'as dit assez rapidement, mais je pense que c'est quand même important de préciser, sophrologie. En quoi, voilà, tu peux nous l'expliquer rapidement et aussi nous expliquer qu'est-ce que ça peut apporter pour un club de foot, notamment un club professionnel. C'est apprendre à gérer. Je dirais tout ce qui est émotion. Je n'aime pas dire gérer le stress parce que le stress en soi, c'est quelque chose de positif. C'est l'interprétation que l'on en fait malheureusement qui fait qu'on le subit ou pas. Et parce que le stress, on en a besoin tous les jours. C'est ce qui nous permet de nous réveiller pour aller travailler. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui nous permet de... Après, effectivement, ce que moi j'ai aimé, c'est surtout ce qu'on appelle l'état de conscience éveillé. Et on est toujours sur l'idée d'accompagner les gens en leur faisant comprendre qu'ils avaient toutes les clés
et toutes les capacités à gérer une situation, quelle qu'elle soit. Une situation positive comme négative, que ce soit sur quelque chose, sur une joie, sur la peur, sur tout ce qui est ces sentiments de la tristesse ou autre. Et à partir de là, on essaie d'accompagner aussi dans le football, notamment des joueurs qui, eux, sont en permanence dans une commande, et dans cette commande de résultats, ils ont besoin effectivement d'être accompagnés et surtout d'être écoutés. C'est surtout ça. Et de leur dire, voilà, tu es capable de faire ça, il faut juste que tu y crois. Et puis à partir de là, c'est assez facile de faire passer le message. C'est différent encore parce que maintenant on entend beaucoup dans les staffs, il y a des psychologues, c'est encore différent. Tout à fait, parce que nous on est vraiment sur qu'est-ce qui est positif dans cette situation et comment faire pour le garder. On n'est pas dans quelque chose où on va aller creuser dans le passé. C'est vraiment, on se projette. On est toujours dans ce qu'on appelle la sophro-acceptation progressive. C'est comme vous prenez un Usain Bolt qui va préparer sa course. Vous prenez un judoka. Vous prenez, je dirais, même le sportif, entre guillemets, amateur, au débutant. C'est de lui faire comprendre qu'il a les capacités de. Et on met après derrière ce que l'on veut. De réussir, de gagner, de se faire plaisir. Donc en tout cas, on est toujours dans quelque chose de positif. Maintenant, on va revenir sur le voyage, qui est la thématique de ce podcast. Tu peux nous expliquer comment est arrivée la Chine dans ta vie? La Chine c'est ce qui se dit être l'avenir du football. Parce que déjà d'une, ils sont 1,5 milliard. Ils aimeraient gagner un jour une Coupe du Monde, mais ils veulent déjà commencer par en organiser une. Je crois en 2030, ils se projettent. Il y a une vraie volonté politique. Voilà, il y a une volonté. Ce qui m'a aussi intrigué, c'est quelques voyages que j'ai faits en Asie du Sud-Est. Et à chaque fois, j'étais curieux de qu'est-ce que la Chine représente sur le plan sportif, notamment sur le football. Et pourquoi surtout ils sont 1,5 milliard et qu'ils n'arrivent pas à avoir une équipe nationale. Donc moi, j'étais curieux et c'est comme ça, effectivement, que j'ai nourri les relations, que j'ai nourri le réseau. Et j'ai eu une proposition par justement une personne qui était déjà en place, qui bossait pour la Géocère, donc au niveau d'une académie donc à Bengbu. Et puis le réseau faisant, connaissance faisant, on a partagé, et puis ça m'a donné envie, puis allez hop, on prend le sac à dos, puis on y va. Il t'a contacté un jour en disant, regarde, il y a une opportunité en Chine, est-ce que ça te dit? En fait, il y a une opportunité, d'autant plus qu'ils sont dans la recherche d'entraînement et de méthodologie française. Et puis en plus, voilà, on cherche des diplômes, parce que ça aussi, ils sont tenus d'avoir des diplômés, parce qu'on nous considère étant des experts. Donc chacun a son domaine, et nous, on est considérés comme des experts football. Et l'idée, c'est de leur apporter quelque chose. C'est un peu notre savoir-faire, notre méthodologie à la française. Ouais. Et en plus, on est champion du monde. Donc, ça aide. Voilà. Et surtout pour ces pays-là où ils aiment bien avoir cette étiquette-là, c'est important. Ils aiment s'associer à ce qui se fait de mieux. Ils aiment s'associer à ce qui est champion. Ils aiment le champion, ils aiment la culture de la gagne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et toi, tu savais quoi de la Chine, mis à part ce fait que voilà, ils ont comme objectif d'être champion du monde ou d'organiser un mondial? Qu'est-ce que tu savais d'autre de la Chine et pas que du foot, mais de la Chine en tant que tel? Ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, et c'est un continent qui, ce qui m'a rassuré, c'est quand ils veulent quelque chose, ils se donnent les moyens. Et c'est vrai que ça a aussi aidé dans mon choix de dire la Chine n'est pas un autre pays de l'Asie, parce que tout simplement ils ont en moyens matériels, humains, après forcément financiers, mais ils veulent quelque chose, ils se donnent les moyens d'obtenir. Donc ça m'a rassuré, parce que je me dis si j'y vais, je veux aussi, voilà, je veux pas courir pour un ballon, je veux pas courir pour réclamer quelque chose au président de club ou autre. En tout cas, voilà. Et puis ils ont cette volonté vraiment d'être champion du monde. Mais pour être champion du monde, on va chercher qui? On va chercher les gens qui le sont et qui l'ont été une deuxième fois, les Espagnols, les Néerlandais ou voilà. Ok. Et donc t'es arrivé où en fait? C'était quoi ton poste et ils avaient besoin de quoi? Pourquoi ils sont venus te chercher? Pourquoi toi? Alors moi, pour la simple et bonne raison, c'est que ça répondait par rapport à mes expériences diverses sur du recrutement. Par exemple, j'ai travaillé pour Strasbourg. Donc avec mon ami Nasser Larguet dans le recrutement. J'ai bossé pour tout ce qui est ligue et district dans tout ce qui est aussi détection
observation et puis encadrement des sélections départementales, régionales. Donc ça, ils aiment aussi. Donc le CV a basculé là-dessus parce que ils veulent aussi avoir quelqu'un qui puisse observer les jeunes, détecter, sélectionner, et puis aussi être dans la formation des éducateurs. Donc c'est pour ça que ce poste de conseiller technique provincial, parce qu'il ne faut pas oublier que chez eux, ils ne fonctionnent pas sous forme de région, mais de province. Et dans la province où j'étais, qui est la province de Shandong, Shandong, donc la capitale, c'est Jinan, pardon, qui fait 12 millions d'habitants. Je bossais moi dans petite ville méconnue. Voilà. Donc Binju qui fait 4 millions où je résidais et Tsingtao qui fait 10 millions. Donc rien que sur ça, ça fait déjà le tiers de la France. Donc c'est sûr que le travail n'est pas du tout le même, avec des objectifs qui étaient de former un certain nombre d'éducateurs. Donc à peu près, je me souviens le chiffre, c'était 344. Donc il est assez précis, mais c'est quasiment un éducateur par jour en fait. Mais donc ils sont sur la culture du chiffre aussi. Et puis aussi d'observer à peu près 6000 jeunes de la région. Garçons, filles de la région, de la province sur l'année. Ah ouais, ok. Et toi, juste par curiosité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui nous écoutent et beaucoup de gens qui se posent des questions avant de partir. Toi, tu as envoyé un CV. Et est-ce que tu as dû faire des entretiens? Comment ça s'est passé pour te vendre, pour te présenter? Des entretiens, bien sûr, téléphoniques, d'une part. Après, comment, avec un traducteur? Alors, la chance que j'ai, alors ils ont bien ficelé la chose, puisque les personnes qui nous font venir sont des personnes qui ont étudié en France, donc qui maîtrisent la langue française et qui aussi, de l'autre côté, sont installés dans le pays, donc en Chine, et qui servent quelque part, je dirais pas d'agent, mais c'est comme si on s'était associé avec un local. Et ça, c'est l'une des conditions aussi pour eux, puisque depuis 2014, le président Xi Jinping a instauré et a surtout recommandé et demandé à ce que le football fasse partie prenante et intégrante de la scolarité. Donc du tout petit, dans les écoles jusqu'aux universitaires. Ils jouent au foot. Ils jouent au foot, donc ils sont libérés du scolaire à partir de 16h30 et de 16h30 à 18h30. Ils ont 2 heures d'entraînement, voire même des fois ça déborde, donc par jour et tous les jours. Ok, ils choisissent eux leur sport ou On leur impose. C'est le foot. On leur impose, ouais. C'est le foot. On leur impose pour la simple et bonne raison, c'est que ce qu'ils recherchent aussi, c'est encore une fois sur le chiffre, encore une fois sur plus on en a, mieux c'est. Et puis donc aujourd'hui, il y a 3 sports qui se décantent sur le plan collectif. Il y a le basket, donc le foot féminin et le foot chez les garçons. Donc quand je dis le foot féminin, c'est parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est en avant. En Chine par rapport au sport collectif. Et après, il y a les garçons au basket et puis un peu le volley, mais il y a une réelle volonté sur le football. Ok. Et moi, j'aime bien jongler toujours entre vie pro, vie perso, foot et pas foot. T'es parti tout seul d'ici en laissant... c'était facile de prendre cette décision de je suis un aventurier. Moi, avec un sac à dos, voilà, on peut aller au Laos, on peut aller au Cambodge, on peut aller au Vietnam. Et là, je dis, je vais y aller. En plus, c'est pour travailler. Donc, ça aide aussi de se dire qu'on y va pour travailler. Donc, on a des objectifs qui sont définis. Je parlais tout à l'heure de la formation des éducateurs comme d'observation des joueurs. Mais l'objectif aussi était pour moi de me dire, j'ai encore une fois une corde supplémentaire à mon arc et puis que c'est une richesse de pouvoir contribuer à un jour à ce qu'un pays puisse organiser une Coupe du Monde ou qu'il devienne un jour champion du monde, parce qu'on s'est dit pendant une année on a donné des consignes, on a formé quelques éducateurs qui peut-être serviront par la suite au football chinois. Et ils vont y arriver? Toi, suite à cette expérience, j'aimerais parce que ça resterait une réussite aussi collective et partagée, puisque si j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Mais ce qui est très compliqué, quand nous on est français avec notre méthodologie et qui est sur de la qualité de travail, où on est sur de la correction, sur n'importe quel exercice, qu'il soit technique, tactique ou autre. En revanche, eux, ils sont sur du chiffre, sur de la quantité. Donc, c'est des séances d'entraînement de 2h30, 3h. Quand nous, on en fait une de 1h30 ou sur 1h30, on a juste 1 heure parce que le temps de récup, donc tout ça, ils le maîtrisent pas encore. Donc, on a tout un travail là-dessus à leur apporter. Et comment ça se passe justement quand tu étais là-bas, tu côtoyais des entraîneurs étrangers,
Ils accueillent énormément d'entraîneurs étrangers, pas que français. Pas que français, ils sont à ce jour, ils sont très 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 adeptes de la formation française, néerlandaise et espagnole. Ok. Donc il y a des provinces, donc voilà, je me répète, mais une province peut représenter le tiers de la France et les provinces, elles s'autogèrent. Elles signent des conventions avec les pays européens. Donc c'est-à-dire qu'on a des zones géographiques où il y a des Espagnols, des zones où il y a des Néerlandais. Moi j'étais dans une zone où il y a beaucoup de Français. Et d'ailleurs, pas loin, il y a beaucoup d'académies de clubs français. Donc voilà. Donc il y avait qui, par exemple? Il y a la JOCR, Ouais, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain. Donc les Tout trois. ça, c'était dans cette même région. Tout à fait. Tout ça, c'était entre Pékin et Shanghai, donc où ça gravite autour de cette région, puisque ma province, elle est entre Pékin et Shanghai. Ok. Et toi, aussi, comme chez on va jongler, toi, raconte un peu ta vie là-bas, dans cette ville de 4 millions d'habitants qu'on ne connaît pas. Après, malheureusement, alors ça s'est super bien passé au début, parce que je suis arrivé au moment des festivités du Nouvel An chinois. Ils t'avaient bien accueilli, t'habitais dans un appartement, c'est des grandes villes un peu comme on imagine, des grandes tours. C'est des grandes villes avec, c'est très résidentiel parce qu'il faut savoir que tout le monde travaille en Chine et même les anciens. Et les anciens justement, c'est eux qui ont cette tâche d'être surveillants des résidences, qui vous autorisent à entrer ou à sortir, donc qui quelque part sont au courant de tout ce qui se passe dans la résidence. Donc oui, nous, on nous avait mis les moyens matériels avec des logements qui sont très très accueillants et chaleureux. Après, effectivement, c'est de se retrouver un petit peu livré à soi-même parce qu'on vous laisse vivre aussi. Donc il y a cette liberté de vie et en même temps, ne connaissant pas la langue et eux parlant très peu anglais, c'était un peu compliqué. Ouais. Dans la ville où c'était pas une ville très ouverte, non. On va dire, où en tout On, cas, on m'avait prévenu, on m'avait dit fais attention, tu verras, c'est la campagne. Et c'est vrai que moi, quand on me dit 4 millions d'habitants, je n'imagine pas. Mais en fait, c'est la campagne dans le sens où c'est entre guillemets, c'est reculé. C'est reculé. Pas des très international. Voilà, exactement. Et pourtant, ils font des choses. Hein. Ils ont un système ou un réseau de ce qu'ils appellent les experts étrangers, et dont je faisais partie. Donc, c'est une association où en fait, on vous accueille et puis on essaye de se renseigner sur ce que vous faites, et surtout qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et surtout, de quoi avez-vous besoin, de manière à ce que, bien sûr, que le travail soit le plus, je dirais, le plus abondant, entre guillemets, possible, et que les résultats soient là. Ton quotidien, tu peux nous l'expliquer un peu, juste pour qu'on s'imagine. Donc, tu vis dans cet immeuble, dans cette ville où peu de monde parle anglais, et toi, tu allais à un centre d'entraînement qui était où? Alors, en général, ils font en sorte que le centre d'entraînement soit pas loin. Donc, on nous mettait à disposition un interprète qui est en même temps chauffeur, puisqu'on n'a pas le droit de conduire là-bas. Ah, t'as pas le droit de conduire? On n'a pas le droit de conduire. Donc, le chauffeur fait interprète et généralement travaille pour le gouvernement chinois. Donc, tout en un. Voilà, exactement. Donc, on peut dire, c'est le couteau multisus. Donc, mais en fait, l'idée, c'est que eux nous mettent dans les meilleures conditions. Donc, moi, une journée banale, entre guillemets, c'est le matin. En général, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est préparation de séance d'entraînement avec le collègue. Et tout se passe l'après-midi. Donc, tout se passe l'après-midi sur la mise en place de la séance et à la fin des cours. Voilà, à la fin des cours. Et après, effectivement, il y avait souvent des interventions sur la matinée avec des éducateurs où on faisait de la visio, mais de la visio qui était revisitée parce qu'encore une fois, ils ne parlent pas très bien anglais. Donc, mais eux, ils sont assez doués parce qu'ils ont ce qu'il faut pour faire de la traduction instantanée. Et donc, c'était l'idée. Voilà, j'avais organisé mon emploi du temps. Ils nous laissaient libre. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est qu'on soit actifs. Ils ne voulaient pas, voilà, on n'était pas en vacances, et ça, je le comprends. Hein, on y va pour un travail. Et le matin, donc, c'était essentiellement avec les éducs. Et puis à l'après-midi, avec les joueurs ou les joueuses. Okay. Et tu avais beaucoup de pression, justement? Oui. Et je l'ai senti quand il y avait le confinement de 3 mois. Quand ils disaient que, justement, il ne fallait surtout pas rester inactif. Et c'est de là, justement, que j'étais obligé de faire des séances à distance. Et les séances à distance, à la sortie, on ne contrôlait pas parce que j'envoyais des séances que je faisais moi-même. Et le problème, c'est que j'avais pas de retour pour savoir si c'était fait ou pas.
Mais à distance, de toute façon, tout le monde était confiné à ce moment-là. Tout le monde était confiné. Donc c'était pour qu'ils fassent chez eux, Exactement, c'est pour qu'ils fassent chez eux. les jeunes. Donc du coup, ça faisait, mais on revient encore sur l'histoire de la correction. On ne pouvait pas corriger à distance. Et ne parlant pas la langue, eh ben, la sortie, la seule langue, c'était la langue visuelle. Donc oui, la distance ne nous aidait pas parce que je voyais des exercices se faire sur de la quantité encore une fois, donc aucune correction apportée. C'était pas le papa ou la maman qui allait apporter la correction. Donc 3 mois après, on les a retrouvés. Ils se souvenaient de certains exercices, mais il fallait tout reprendre comme si... voilà. Donc on a fait de l'occupationnel en fait pour justifier notre présence. Et toi, tu étais bloqué chez toi à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. Là, Et c'était très strict? Là, ça rigolait pas. Là, c'est pas le confinement, le couvre-feu ou quoi que ce soit. Il fallait, comme je disais tout à l'heure, quand on sort, on nous demandait chaque fois notre numéro alors qu'ils l'ont. On nous demandait là où on allait. Et puis avec l'application de toute façon WeChat, qui est l'application l'équivalent de WhatsApp ou autre chez eux, on fait tout avec. Donc on paye avec. Donc quelque part, ils savaient très bien ce qu'on faisait, où on était. Donc ça ne servait à rien mais tu avais le droit de sortir? Bien sûr, bien sûr. Tu avais le droit un peu de sortir, mais on faire est de toute façon droit de sortir, mais c'était fait intelligemment. C'est-à-dire que les grandes surfaces étaient fermées. Ça bloquait les gens pour ne pas se déplacer à 10 ou 20 km. Ça contenait en fait les gens et du coup, ça faisait travailler les petits commerces. Et puis de toute façon, on a tout ce que l'on veut, ce dont on a besoin au pied de l'immeuble. Donc, c'était assez facile, assez simple. Ok, parce que tout ça, c'était le confinement avant notre confinement, avant la France. Oui, ça, oui, parce que là-bas, on a été confinés. Le Nouvel An chinois, c'était le 24 janvier. Donc, eux, c'est sur 2 semaines, les festivités. Mais déjà, ils savaient déjà depuis le mois de décembre qu'il y avait quelque chose. Mais donc, le confinement, il est arrivé fin janvier jusqu'à début avril. Ok, ouais. C'était Donc, juste avant. Ouais. Voilà, donc on a eu février, mars. Et ta famille, ils ont eu peur à ce moment-là? Parce qu'on on commençait à parler de la Chine. Bien sûr, la famille, c'est pareil. Hein, l'éloignement n'aidait pas parce que cette situation aurait pu se vivre en France et moins d'inquiétude parce qu'on se dit qu'on est à côté les uns des autres. Mais c'est vrai que l'éloignement et surtout je pense que l'on disait ici en France, alors que sur place, c'était totalement différent. Une petite anecdote, hein, l'histoire du papier toilette. Moi, ça m'avait fait rire quand on racontait en France que les Chinois, ils sont tous agglutinés sur le papier toilette. Alors ça, c'est quelque chose, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Et pourtant, j'ai envoyé des photos pour justement leur dire, non, mais il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Comme il n'y a pas de... Chine, il n'y a pas de pénurie. Non, il n'y a rien. Voilà, exactement. Ils sont présents, ils s'auto-gèrent, ils s'auto-alimentent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les frontières fermées montrent que, pas dire qu'ils ont besoin de personne, mais ils ont ce qu'il faut. Si on revient à la vie normale avant confinement et avant cette histoire de Covid, tu me disais aussi qu'il y avait des moments quand même, et il y a souvent ces moments-là en Chine, où tu ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on te veut, pourquoi vraiment tu es là. Des fois, tu me disais qu'on t'appelait le soir pour te dire demain matin, tu dois aller à tel endroit pour entraîner. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu En fait, comme ils font venir quelqu'un ou quelques-uns, il faut qu'ils en tirent bénéfice. Le maximum. Donc le bénéfice qu'ils en tirent, c'est tout simplement, la personne est là, elle a un savoir-faire, elle a une méthodologie, elle a de la compétence. Comment faire pour jusqu'à la dernière goutte les serrer et qu'on récupère tout et puis qu'on puisse dispatcher dans notre pays. Donc oui, ça m'est arrivé un samedi soir à 23h de recevoir un appel pour me dire demain il faut être prêt à 8h à tel endroit parce qu'il y a 80 équipes de 16 bonhommes qui débarquent. Donc voilà, ça vous donne le truc. Il y a 1000 gamins qui sont sur deux terrains qu'il faut observer toute une journée, mais on vous prévient la veille pour le lendemain. Et comme eux, ils sont dans cet esprit de j'obéis, je suis, et c'est la machine de guerre, moi, j'ai jamais vécu ça en France. Et même si je l'avais vécu, j'aurais eu des doutes en me disant jamais j'aurai 80 équipes du jour pour le lendemain. Mais ils sont dans cette discipline, dans cette hiérarchie aussi, parce que quand le supérieur commande quelque chose, il y a tout intérêt à ce que ça soit exécuté, parce que voilà. Et ça, on le suit. Et ça ne te gênait pas ça qu'on t'utilise entre guillemets, ou non, tu savais qu'il y allait pour ça? Non, alors je ne savais pas que ça allait être à ce point. Ça a été une belle découverte,
mais c'est clair qu'on se dit à tout moment, en fait, on peut nous appeler pour nous dire, ou nous demander plutôt de faire telle ou telle chose. Sauf qu'après, on rentre vite dans le moule parce que je suis un peu entre deux. Je peux dire qu'on ne nous laisse pas le choix et en même temps, on y est allé. Ouais. Donc l'un dans l'autre, on accepte et puis on s'y fait. Moi, l'être humain, j'ai toujours dit, il a une capacité d'adaptation qu'on sous-estime. Mais ça s'est bien fait. Et puis de toute façon, quand on a fait un confinement de 3 mois, je pense qu'après le reste, si on peut m'appeler tous les soirs à 23h parce qu'il faut sortir le lendemain, je le ferai. Donc c'est avec plaisir. C'est clair. Et donc toi, tu vivais beaucoup avec les autres expatriés? Oui, alors ça, c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est chouette. J'ai eu la chance d'avoir été dans une ville où il y a beaucoup de Français. Donc c'était assez rassurant. Et puis il y a aussi beaucoup de... Alors ça vient, comme je dis, ça vient de partout. Il y a des Serbes, il y a des Espagnols, des Anglais, et quelque part. Et puis surtout, ils ont un fonctionnement qui est, je dirais, de créer des associations de Français ou d'expatriés, ou en tout cas de gens qui viennent. Donc après, en fonction de leur métier, on les mettait entre guillemets, voilà, telle catégorie sociaux. Donc là, on était tous des experts, bien évidemment, puisqu'on était là pour leur apporter quelque chose. Donc ils faisaient régulièrement des choses, donc notamment des repas, des invitations. Donc là-dessus, ils ont assuré. Ok. Et tu me disais un truc assez marrant juste avant qu'on enregistre sur le fait que voilà, il y avait des Français, des Espagnols, des Serbes, et voilà que vous avez des prétentions salariales un peu différentes, et donc ils vont faire appel des fois à des Français mixés à d'autres pays où ils vont avoir des prétentions salariales un peu plus basses. Voilà, ça va être un peu ça, c'est comme ça qu'ils choisissent un peu les entraîneurs. Alors c'est comme ça qu'ils choisissent, et surtout, en fait, ce qui est à l'origine de cela, c'est leur réseau à eux. Donc quand on a quelqu'un, la personne qui s'occupait de moi a étudié à Rennes pendant 18 ans, donc maîtrise le français, avait aussi des affaires entre guillemets voilà, sur Paris notamment. Donc pour eux, en fonction de l'importance que la personne a sur leur territoire, notamment donc leurs compatriotes, ils mettaient les moyens. Et quand effectivement on fait venir des Français, on sait très bien que voilà, pour le pouvoir d'achat, pour le salaire, pour les conditions, nous par exemple, on nous faisait des vrais visas de travail. Sans cela, de toute façon, on n'y va pas. Alors que par exemple, j'ai des amis serbes qui, eux, tous les mois, il fallait qu'ils aillent à Hong Kong pour justement renouveler leur permis de travail. Donc, et là-dessus, ils ne le font pas avec tous parce qu'ils savent qu'il y a des endroits sur Terre où ils ont plus besoin, effectivement. Un Serbe en Serbie, c'est 500 euros, le salaire, le SMIC, c'est 500 euros, quand nous, c'est le triple, enfin presque le triple. Donc eux, voilà, ils s'adaptent aussi à cela, ils répondent à une demande. Et je crois que la demande, en fait, si je vous dis qu'il y a trois groupes de coachs internationaux, qui font quasiment 400 par groupe, qui veulent aller en Chine, donc là, ils peuvent maintenant faire le choix, ils peuvent faire le tri. Donc ils ont en face d'eux une demande dont l'offre n'est pas à jour égale. Donc... Mais ça doit faire quand même une histoire assez drôle. Tu as 1000 jeunes Chinois, des Français, des Serbes, un mélange, un melting pot incroyable. En fait, c'est ça qui est bien. Je dirais, je ne connais pas les autres sports, mais il n'y a que dans le football pour l'instant que j'ai vu ça. Il n'y a que dans le football qu'on peut s'asseoir, se poser, alors boire un thé, parce que alors là, le thé, je vous le conseille, boire un thé chinois et puis discuter de tout et de rien, se chambrer de temps en temps entre... voilà, nous, on est quand même, je l'ai dit, on est champion du monde, et qu'on le veuille ou non, quand on leur dit des choses, ils écoutent. Ah ouais, on arrive. Donc, même n'importe quel entraîneur français, t'arrives là-bas, on est champion du monde, et je me suis permis, à titre perso, de les taquiner, de leur dire mais regardez, il y a le Japon et la Corée, un jour ils seront bien champions du monde avant vous. Et ça, on les taquine parce que comme ils ne veulent pas travailler comme nous on voudrait en étant champion du monde, des fois on leur dit écoutez, on va aller bosser en Corée ou au Japon. Donc on les titille un peu, et là ils bougonnent un peu, mais ils ont compris le message. Et toi, t'arrivais à ne pas t'énerver quand ça avançait pas comme tu voulais? Il faut avoir quelle personnalité ou quelle attitude pour que ça marche en Chine? S'adapter, c'est-à-dire que quand on a un entraîneur qui, lui, veut rester dans sa rigueur quotidienne et refuse d'écouter, parce que
Et des fois, avec mes collègues, on se dit pas ils ne comprennent rien. On se dit ils ne veulent pas comprendre. Parce que pour eux, ils considèrent que leur méthodologie est la meilleure. Quand je mets en place des séances de formation d'éducateurs, d'entraîneurs, ils filment, ils prennent des photos. Quand on fait un retour en salle, c'est même pas qu'ils ont tout oublié, je sais même pas s'ils ont compris quel était l'intérêt de la chose. Donc, ils ont ce côté discipline où quand on hausse le ton, effectivement, là, ils voient que, et en même temps, je veux dire, ils sont dans une zénitude et ils sont dans un respect aussi. Et surtout, ils sont dans une crainte voilà, que le Français champion du monde s'en aille et ne reste pas finir son année ou son contrat. Donc, ils devront des comptes par la suite. Et en général, on ne nous libère pas tant que, je dis bien on ne nous libère pas tant qu'on n'a pas fait de rapport et qu'on dise il y a ça qui a été, il y a ça amélioré. Oui. Toi, à la fin, tu es parti en faisant un rapport. Obligé. On est obligé de le faire parce que... Écrit. Oui, il y a tout écrit, il y a échange visio, échange téléphonique, et, parce que ils se doivent aussi de faire eux-mêmes un bilan et de voir s'il faut rectifier le tir ou pas. Est-ce qu'on reste sur cette philosophie? Est-ce qu'on continue avec les Français ou est-ce qu'on va chercher ailleurs? Donc ils sont obligés. Okay. Et toi, tu penses que là, tu es dans une liste chez eux en disant oui, Hassan, il a bossé, il a fait ça nous a aidé pour ça, et si un jour ils ont un besoin, ton nom sortira. Ouais, soit mon nom, ou soit en tout cas on donne les témoins aux Français. Donc j'encourage les entraîneurs français, aussi bien femmes comme hommes, parce qu'ils veulent aussi développer dans l'encadrement féminin, chose qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui, ou qu'ils ont très peu dans certaines régions. Mais c'est vrai que ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, de pérenniser. Et maintenant, s'il faut faire venir tous les ans un contingent d'entraîneurs, ils le feront. Ils en ont les moyens, ils en ont la volonté, ils ont les ordres du président. Donc, à partir de là, ils suivent le mouvement, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage en Chine? À titre personnel et à titre professionnel. Alors, ce que ça m'a apporté globalement, déjà, ça me donne envie d'y retourner. Parce que malheureusement, j'étais dans une période qui n'a pas facilité les choses. Donc, ça veut dire que je suis resté un peu sur ma faim. D'un point de vue personnel, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment le travail sur soi. C'est cette patience qu'ils ont, cette persévérance qu'ils ont, cette gentillesse, parce que malgré tout, ils ont, alors est-ce que c'est naturel ou pas, j'ai pas eu le temps encore de voir, mais en tout cas, ils veulent que l'étranger soit bien. Après, derrière, c'est d'un point de vue, j'ai envie de dire, professionnel, ça a été une belle expérience, pas assez bonne à mon goût, parce que j'ai pas été au bout des missions qui m'ont été affectées. Donc c'est pour ça que j'aimerais, il y a 3 points de suspension, c'est à suivre. Mais ça a été sympa. Ça a fait connaître du monde même qui n'est pas chinois. Donc ça crée aussi des liens. Et puis le réseau professionnel, ça peut aider. Aussi. Donc après derrière, dès qu'on a fait une fois la Chine, je dirais pas qu'on peut tout faire, mais je pense que sur tout le travail d'introspection, sur tout le travail, on parlait tout à l'heure de sophrologie, mais sur l'aspect mental et psychologique et psychique, on apprend beaucoup de choses sur soi et on en développe beaucoup d'autres aussi. Il y a eu des moments un peu bizarres ou des anecdotes que tu peux raconter? Alors, j'en ai 2 qui me viennent comme ça. La première, c'est ce fameux dimanche matin, 8h, où il faisait -10. Donc j'ai eu la commande le samedi soir pour le lendemain. Donc il faisait -10 degrés. Et je voulais justement montrer aux amis sur le réseau WeChat, regardez à quel point les Chinois ils sont motivés pour faire du foot à -10 à 8h du matin un dimanche. On m'a vite... T'as mis une vidéo? J'ai mis une vidéo. Donc c'était le brouillard, on voyait rien à 2 mètres. Là où en France, par exemple, on va dire si on voit pas le poteau de corner opposé, on ne joue pas. Et eux, on se voyait pas à 2 mètres. Mais et tout de suite, on m'a fait supprimer la vidéo pour me dire non. Là, on va associer à la pollution. Donc, on veut montrer une belle image de la Chine. Et je leur ai dit, mais c'est du brouillard. Oui, mais non. Ah ouais. Donc, il y a ça.
Et la deuxième, Donc là, la censure en fait. ah oui, Quand non, même, mais c'est immédiate. ça, exactement. Et puis ça a été réactif, radical, et là, T'as il n'y a pas pas fait de le choix. malin de Ah dire non, non. j'allais. Ouais, mais non, on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps pour ça. Et puis l'autre, c'est sur le comportement de l'éducateur, qui quelque part qui amène aussi le comportement de l'éducateur, à savoir le parent et donc du joueur. C'est quand j'ai vu un éducateur qui les a alignés, qui les a mis en file indienne, et il se baissait et puis il prenait un coup de pied aux fesses. Ah oui. Parce qu'il venait de faire un match pourri. Et, Un par un. comment Un par un. Un par coup de pied, un, coup de par un, pied. chacun son tour, et bim, et bim, et bim. Et moi, je cautionnais pas ça. Je me dis, mais Ouais. non, moi, je veux pas qu'on m'associe à cela. Et j'ai toujours dit, imaginez, il y a quelqu'un de la Fédé ou quelqu'un un entraîneur français ou je ne sais quoi qui me voit sur le terrain à regarder ça et puis à cautionner. Donc, et puis dans la foulée, il aura tous mis un coup de support sur la tête. Parce que et là je me dis mais c'est Ah ouais. oui, oui, Tu l'as c'était vu, ça. et après voilà, la troisième anecdote, c'est pareil quand on revient sur la politique du chiffre. C'est un spécifique attaquant où le joueur a frappé à peu près 350 fois au but en l'espace d'une demi-heure. Il a mis il a cadré 10 ballons, il en a mis un, mais ils sont contents. Ils sont contents parce qu'il a frappé 350 fois dans la demi-heure, alors qu'en fait... Et ça, là, tu te tires les cheveux quand tu vois en ça. fait, moi, ça m'a fait... je me dis, mais c'est pas possible. Aucune correction, rien. Là où nous, c'est tout de suite, on se fait taper dessus. Quand j'ai tapé, à juste titre, dans le sens où on n'a rien apporté comme correction pour améliorer le geste. Pied d'appui, le corps incliné, comment on frappe, la surface de contact. Eux, il a frappé 400, 500 fois en une demi-heure. Mais ça, voilà, ça c'est deux, trois anecdotes qui m'ont... Ouais, c'est justement, là, j'en parlais avec Régis Laguesse dans un des épisodes précédents, ça a été le bras droit de Jean-Marc Guillou à l'Académie en Côte d'Ivoire. Oui. Et là, en ce moment, il est au TP Mazembe. Et lui, il me disait le contraire, justement, ce que tu es en train de me dire. Il disait non, que le jeune, s'il fait un geste et que ça marche, je vais le laisser faire jusqu'au moment où je vais voir que ça marche pas. Mais s'il a le meilleur extérieur du gauche et il veut faire des passes comme ça, il dit, lui, il sait mieux que moi. Et si ça marche comme ça, je le laisserai. Après, par contre, si je vois que ça marche pas, je le corrigerai. Mais il faut laisser cette intuition. Et... Si derrière, on laisse frapper 400 fois et s'il marque les 400 buts. C'est ça. C'est à la limite qu'il le marque d'extérieur. De la pointe, de la semelle, de l'intérieur ou il a du peut-être talon. un génie. Voilà, mais sauf que là, je veux dire, il a cadré 10 fois, il en a mis un. Ouais, c'est ça. Donc là, par contre, je me dis, ok. Faudrait le corriger. Voilà, donc en sachant qu'un joueur ne tire jamais 400 fois dans un match, donc pour mettre un but. Tu conseillerais quoi à un entraîneur qui hésite avant de partir, en Chine notamment? Alors, ça dépend sur quoi il hésite. Moi, la première chose que je lui conseillerais, c'est déjà sur le plan administratif et sur le plan réseau local, que ça soit vraiment ficelé, que ça soit ficelé sur tout ce qui est même le droit international du sport, toutes ces choses qui peuvent, des fois on se dit ça va le faire, ça va aller tout seul, donc il faut aussi sur tout ce qui est leur code, leur fonctionnement, sur l'histoire d'ouvrir un compte sur place, de pourquoi on nous donne telle somme sur place et puis on nous en vire une autre sur notre compte français notamment. Donc tout ça, il faut le comprendre, il faut le savoir. Et puis après, bon, quand on a accepté le deal, j'ai envie de dire, à fond. voilà. Mais toi, tu avais été un peu préparé? Ou Oui. justement, Oui. tu avais été bien accompagné? Oui. Franchement, bien renseigné? là-dessus, ce qui est bien après derrière, c'est j'avais comment on appelle ça, une caution. La caution, c'est l'éducateur, l'entraîneur qui m'a parlé. Donc quelque part, quand on est, alors autant nous en France, on dit qu'il y a le réseau, il y a le piston. Autant chez eux, quand c'est quelqu'un, si moi je fais venir quelqu'un, c'est intérêt d'être bon, parce que, voire même meilleur que moi, parce qu'on se doit à chaque fois d'assurer, d'entretenir ce réseau, cette relation, parce que ça va servir aussi à d'autres. Et comme je disais, si on fait que des contrats d'1 an, 2 ans ou 3 ans, ils s'arrêteront pas là-dessus. C'est juste qu'ils vont, je vous dis encore une fois, ils prennent vraiment tout ce qu'il y a à prendre de la personne, et puis quand quand il n'y a plus rien, et au suivant, quoi. En général, on dit que les entraîneurs français, il n'y a pas vraiment d'entraide, le réseau des entraîneurs par rapport au réseau portugais ou même espagnol. Mais là, je trouve en Chine, c'est au contraire. Non, il y a quand même un réseau qui se crée et une entraide. Au contraire, parce que quand moi je suis arrivé,
Bruno Genesio, donc moi que j'ai connu à Besançon et qui m'avait affecté la préformation quand le club était en Ligue 2, avant qu'il aille retourner sur l'OL. Il était au courant parce qu'il y a quelque chose, donc via le réseau WeChat, on se doit en fait de s'annoncer quand on arrive et on a quelqu'un qui s'occupe de nous donc au niveau de la fédération française, puisqu'il ne faut pas oublier que la fédération française de football a un siège à Pékin et donc il y a des relations qui sont faites entre, des relations franco-chinoises. Donc ils savent quel entraîneur est à tel endroit et au travers de ce groupe-là, on souhaite toujours la bienvenue à un nouvel entraîneur. Donc moi j'étais dans le groupe de Gérard Prêcheur, j'étais dans le groupe de son fils Jocelyn qui a emmené les filles championnes de Chine, de notre ami Dimitri Lipov qui était prépa physique, donc Mohamed Aïtida. Donc en fait voilà, il y a ce réseau qui nous rassurait et d'ailleurs même on se fixait, on essayait de se fixer en se disant tiens on va venir te voir, on va essayer de se voir, on se contacte, on s'encourage. En revanche, on rencontre tous les mêmes problèmes. Et c'est ça qui nous aidait aussi. En fait, c'est comme si quand on se retrouve entre entraîneurs sur des recyclages d'entraîneurs, avec les NUCATEF ou avec... et là, ça crée une solidarité et une cohésion. Et c'est vrai que là-dessus, les Chinois voient aussi que les Français se connaissent. Les Français et on met ce qu'on veut dans ce cooptent, sont cohérents, en cohésion, communiquent. Donc tout ce qui est CO, comme je dis toujours, c'est avec. Donc quand ils ont vu ça, oui, ça a facilité les choses. Et ceux qui sont les entraîneurs qui sont là depuis plus longtemps, ils te disent quoi? Ils disent quoi? Que ça évolue dans le bon sens, justement? Ceux qui sont là depuis plus de 2, 3, 4, 5 ans? Oui, c'est toujours, ça dépend toujours de ce qu'on leur demande. Donc s'ils sentent qu'on a une crainte, ils vont nous rassurer. Ils vont nous faire gagner du temps en nous disant voilà, t'inquiète pas, ça s'est passé aussi. Mais ça évolue, ils disent que ça évolue dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens. C'est ça aussi qui me donne envie d'y retourner, mais ça évolue dans le bon sens parce qu'ils sont en train de se perfectionner dans ce dans quoi ils ne sont pas bons. Ils corrigent, ils commencent à corriger sur leur comportement, sur comment nous accueillir, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et ils sont toujours vraiment dans ce côté, ils n'ont que des solutions. C'est ça qui est chouette avec eux, il n'y a que des solutions, là où nous on dirait qu'il y a que des problèmes. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? C'est que je t'accueille en Chine. Qu'on fasse un épisode en Chine. Exactement, voilà. Que tu viennes et que tu fasses quelque chose en direct, même s'il y a 6-7 heures de décalage, mais en tout cas voilà, c'est d'y retourner et puis t'accueillir là-bas. Ok, je te le souhaite en tout cas. C'est gentil. Merci beaucoup Hassan. Merci à toi. Merci pour ton temps, d'être venu ici à Paris, ici à Belleville avec l'association Tatane. À très bientôt et bonne continuation. Merci, bonne continuation à toi. Merci à tous. Merci. Merci Hassan de nous avoir fait voyager en Chine, une première dans ce podcast. J'espère que tu pourras y retourner prochainement. J'en profite pour remercier Mathieu, Nico et tous les bénévoles de l'association Tatane pour leur invitation. Voilà, vous venez d'écouter le 24e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le prochain épisode sortira en septembre. À bientôt!